Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Etienne Daho entame une tournée en ce mois de mai. Nice, Nîmes, Saint-Malo ou encore Lyon ou Laval, une vingtaine de dates d'ici la fin de l'été. Le 22 décembre, il a organisé l'un des plus grands concerts de sa vie à l'Accor Arena à Paris, devant 17 000 fans, lui qui préfère d'habitude les petites salles. Etienne Daho, c'est 40 ans de carrière, 13 albums, de très nombreux tubes. Après avoir connu la Dahomania dans les années 1980 et une période plus sombre ensuite, le chanteur a réussi à durer et à se faire une place à part dans la chanson française. Deux journalistes du Parisien nous résument son parcours, aujourd'hui dans Code Source, Emmanuel Marolles, chef du service culture, et Éric Bureau, spécialiste musique. Éric Bureau, depuis le début de sa carrière, Etienne Daho préfère les petites salles ou les salles moyennes. Il a toujours préféré les salles comme des théâtres. Par exemple, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en 1986 sur la tournée Pop Satori au Grand Théâtre de Limoges. Je l'ai revu souvent à l'Olympia, qui est sa salle fétiche à Paris, à la salle Pleyel, à la Philharmonie, mais rarement dans des salles plus grandes que des zéniths. Emmanuel Marolles, qu'est-ce qu'il aime dans les petites salles ? Il aime la convivialité en fait de ces salles, la proximité avec le public. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de partager ses chansons et pas en mettre plein la vue, a priori. À la fin de l'année 2023, vous avez vu Etienne Daho dans une très grande salle, Bercy, l'Accor Arena à Paris. Vous allez nous raconter ce concert à la fin de ce podcast. Mais d'abord, avec Emmanuel Marolles, vous allez retracer sa vie. Emmanuel, Etienne Daho a 68 ans. Il est né le 14 janvier 1956 à Oran, en Algérie. Et enfant, il a connu la guerre. Oui, au départ, Oran est assez protégé de la guerre d'Algérie. Il grandit dans un environnement assez doux, assez douillet. Sa mère est andalouse, son père est kabyle, il est militaire. Et à ce moment-là, il décrit lui-même une sorte de Californie algérienne. Il y a évidemment beaucoup de soleil, il y a la Méditerranée, il y a une usine de café du Brésil, pas très très loin de son quartier, qui est un quartier populaire qui s'appelle Ekmoul. Et au bout d'un moment, Oran est quand même rattrapé par la guerre, c'est-à-dire que dans l'appartement familial, il y a la télévision, puis au bout d'un moment, la télévision commence à être piratée par des messages un petit peu étranges du FLN, de l'OAS, et là, la famille Daho comprend que la guerre est aux portes d'Oran et qu'ils vont vraiment la vivre. Et il est lui-même témoin des horreurs de la guerre. Oui, il raconte que quand il était gamin, par exemple, les adultes protégeaient les enfants dans la rue pour éviter qu'ils puissent voir des cadavres qui jonchaient le sol. Il parle du fait que souvent, il se promenait en se baissant pour pas prendre une balle perdue d'une fenêtre ou d'une autre rue, etc. Donc oui, la guerre, il l'a véritablement connue. Il en a même parlé dans une chanson qui est pas très très connue, qui s'appelle De bien jolies flammes, où il dit dans le texte « Les sirènes hurlent, les balles sifflent, trop de bruit ». Son père, kabyle, s'appelle Étienne. Il lui a donné son prénom parce qu'il est fier d'avoir un fils, mais il ne l'élève pas. Non, c'est une sorte de dandy, le père d'Etienne Daho, qui s'appelle effectivement lui-même Étienne. Il aime faire la fête, il aime dilapider son argent. Il a hérité d'une fortune personnelle quand il était très très jeune. Et au bout d'un moment, quand Étienne a 5 ans, il disparaît. Il quitte le foyer familial et il donne plus de nouvelles, alors que justement la guerre arrive à Oran et que la famille Daho est confrontée à ce conflit qu'elle prend de plein fouet. Éric Bureau, quand il est petit, Etienne Daho est fasciné par les chanteurs, les chanteuses du moment, c'est les années yéyé. Dans l'appartement à Oran, il y a un poste de bois rose qui contient une radio et un lecteur de disques qui est vraiment central, avec beaucoup de disques autour. Et tout le monde écoute cette musique, et en particulier lui. Il est fasciné, alors effectivement par le yéyé, c'est les premières fois qu'il l'entend, mais aussi par Beko, par Brassens, par Presley, Sinatra, qui passent dans la maison. Et au Cap Falcon, la station balnéaire où il se rend en famille, il y a un jukebox qui lui permet de découvrir tout un monde
qui va des Beach Boys à Gainsbourg, Birkin, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, tout un monde qui s'ouvre à lui. Étienne Dao arrive en France à l'âge de 8 ans, en 1964. Il vit au début avec sa tante à Paris, dans le quartier de Pigalle. Puis, quand sa mère le rejoint, il part vivre avec elle à Rennes. Elle est secrétaire dans une usine de produits chimiques. Ils habitent dans un immeuble HLM. En grandissant, Étienne Dao se passionne pour la musique, notamment grâce à un disquaire de Rennes. Et avec sa bande d'amis, ils font beaucoup la fête. Rennes est une ville à l'époque extrêmement musicale, où il y a une grande effervescence de groupes qui se créent. Et lui, donc, il fréquente les bars de la rue de la Soif à Rennes. Il fréquente aussi un club gay qui s'appelle le Bachi, qui programme beaucoup de concerts. Alors à l'époque, Marquis de Sade, Les Nus, des groupes avec qui il est devenu ami. C'est pas un très bon élève, il rate 2 fois le bac, il se fait virer de son lycée. Ensuite, il va aux Beaux-Arts et il s'intéresse tellement à la musique à cette époque-là que son plus grand souhait, c'est d'organiser un concert de son groupe préféré, les Stinky Toys, avec Elie Medeiros et Jacques Nou. Et il le fait, et surtout il a rencontré Elie Medeiros qui va l'ouvrir à la musique à Paris et qui va lui donner aussi des conseils pour écrire des chansons. Étienne raconte que les premières chansons qu'il a écrites, c'était vraiment pour Elie Medeiros. Il avait une passion pour cette chanteuse du groupe Stinky Toys. Et quand il organise ce concert à Rennes du groupe, il se trouve qu'il y a de la neige sur les routes. Ils ne peuvent pas rentrer à Paris tout de suite. Ils dorment chez lui, donc ils passent toute la nuit à discuter. Et c'est là qu'il avait ses chansons sur une cassette qu'il donne à Elie en lui disant « Mais j'écris des chansons et j'écris des chansons en français. » Et elle trouve les chansons vraiment formidables. Étienne Dao sort son premier album en 1981, ça s'appelle Mythomane. Oui, Mythomane est produit par Jacques Nou qui était lui aussi membre des Stinky Toys avec Elie Medeiros. Et c'est un album assez étonnant parce qu'il y a un petit peu déjà toutes les références musicales de Dao, c'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, il est fan des yéyés, et il y a ce côté-là, il y a ce côté très très léger parfois de certaines chansons. Je pense notamment à une qui s'appelle Cowboy. Cowboy, gare son cheval près d'une limousine. Mais malgré ça, le disque ne marche absolument pas. Étienne Dao n'abandonne pas son rêve pour autant. Il publie un deuxième album en 1984, un disque avec lequel il connaît le succès. Oui, là, il y a vraiment des titres qui commencent à être diffusés à la radio. Son label a cru en lui, alors que c'était pas évident après l'échec du premier album. Et il y a notamment 2 chansons qui marchent très fort. Une chanson qui s'appelle Le Grand Sommeil. Et puis, il y a une chanson qui va être vraiment son premier grand tube qui s'appelle Weekend à Rome. Weekend à Rome, afin de coincer la bulle dans ta bulle, poser mon cœur dans ton bocal. Ton aquarium. Là, à ce moment-là, on l'entend tout le temps, cette chanson à la radio. Oui, là, il a franchi vraiment un cap. Et puis, on sent qu'il a plus de moyens sur cet album. Il y a la participation de Lio sur une chanson avec qui il est ami. Et puis, il y a cette pochette qui est un petit peu mythique aujourd'hui, signée par les 2 artistes Pierre et Gilles. Un petit peu kitsch, où il est avec une marinière et un petit perroquet jaune sur l'épaule. Dans les années qui suivent, Étienne Dao enchaîne les disques et les tubes. Oui, là, à partir de La Notée, qui est donc son deuxième album, ça va être un peu plus d'une décennie remarquable et où les succès s'enchaînent. C'est-à-dire qu'après ce deuxième album, il sort d'abord un premier 45 tours qui s'appelle Tomber pour la France, qui est un titre énorme. Bebop pieds nus sous la lune, sans foi ni toi ni fortune, je passe mon temps à faire n'importe quoi sur les pistes noires de préférence. Et puis dans la foulée, l'album Pop Satori, où là c'est un triomphe absolu. Alors là c'est pareil, il y a des tubes énormes, il y a Épaule Tatou, il y a Duel au soleil. L'horizon s'éclaircit sublime, le soleil s'est levé. Et voilà, et là à partir de là, il va faire une énorme tournée qui va s'appeler le Satori Tour. Et là on va commencer à vraiment en faire un artiste populaire. Éric Bureau, à ce moment-là, en 1986, on parle en France de Dao Mania.
On l'entend partout, on l'entend en boîte de nuit, on l'entend à la radio, on le voit dans Les Enfants du Rock, qui est l'émission phare des amateurs de pop et de New Wave de l'époque sur Antenne 2, l'ancêtre de France 2. Il gagne le Bus d'Acier, qui est une espèce de victoire de la musique des artistes rock à l'époque. Moi, je me souviens que je voulais avoir la même coupe de cheveux qu'Étienne Dao, et effectivement, il mélangeait quelque chose qui était important pour notre génération. C'était à la fois des chansons extrêmement populaires, des tubes qui passaient donc en boîte, et ce côté révélation de groupes qu'on ne connaissait pas. Le Velvet, Pink Floyd, qu'on avait envie de découvrir chez le disquaire. Beaucoup de ces chansons parlent d'amour, de ces histoires d'amour. Étienne Dao vit des relations passionnelles avec des hommes ou avec des femmes. Il dit qu'il tombe amoureux d'une personne et pas d'un genre. À cette période, Emmanuel Marolle, par ailleurs, il mène une vie d'excès, beaucoup de fêtes où la drogue circule parfois. Oui, il sort beaucoup à l'époque. Il y a beaucoup de fêtes, beaucoup d'excès. Il prend un petit peu tout ce qui lui passe sous la main, et il en a même fait une chanson qui s'appelle Des attractions désastres, où il parle de ça, où il parle du fait que il a envie d'avoir des relations avec des filles, avec des garçons, de prendre des produits, où il y a un côté très très festif pour lui. Oh, j'aime tout, je me donnais à vous avant que je m'en aille. Et il dit même qu'à ce moment-là, justement, dans ce contexte, qu'il dort très peu, voire qu'il dort 14 secondes par nuit, pour reprendre ses propos. De la vie faire ripaille avant que je m'en aille. En 1993, il est victime d'une forte dépression. Oui, c'est un peu un burn-out avant l'heure. Enfin, on n'employait pas ce terme-là à l'époque, mais c'est un craquage de trop de fêtes, trop d'excès. Et là, il y a un moment, il est au bout de quelque chose. Il s'apprête à faire une tournée à l'étranger parce que l'album, justement, Paris ailleurs, marche plutôt bien aussi en dehors de la France. Et il sent qu'il va pas pouvoir y arriver. Et il est parti à Los Angeles dans un grand hôtel qui s'appelle le Château Marmont, qui est vraiment l'hôtel des stars et des people. Et à ce moment-là, il est sur le point de sauter par la fenêtre en se disant il y a plus d'issue. À cette période, Étienne Dao subit une rumeur tenace, rumeur qui le dit malade du sida. Oui, c'est assez étonnant. C'est un contexte vraiment très très différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que quand un artiste n'est plus présent, ne fait plus l'actualité, on ne sait plus trop ce qu'il fait. Et on a commencé à dire peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a le sida. Et il y a quand même des gens qui prétendaient être allés à ses funérailles, ce qui était complètement lunaire. Étienne Dao se reconstruit après cette période difficile. À partir de 1995, à Londres, il prépare un nouvel album pendant plus d'1 an et demi, album intitulé Eden, qui sort en 1996. Ça donne quoi ? Il est parti à Londres justement pour se reconstruire et il convoque là-bas son pote Arnold Turboust pour créer des chansons très anglaises. À l'époque, il faut se remettre dans le contexte, c'est le trip-hop qui est en vogue. Alors des groupes comme Massive Attack, les débuts de Björk aussi, toutes ces choses infusent son album et en sort un album où il y a des grandes chansons. Sur les bords de Seine, le 7e jour de la semaine, avec toi, j'aime bien traîner. À Paris plage. Mais cet album, après tout ce qu'il a fait avant, est assez mal compris et il ne connaît pas le succès public et critique des précédents. Dans les années qui suivent, Étienne Dao n'arrête pas de travailler, de créer. Il sort 3 albums dans les années 2000, en 2000, 2003 et en 2007. Oui, Corps et Armes, d'abord, Réévolution et L'Invitation. C'est 3 albums qui, pour moi, sont hyper importants aussi, parce qu'ils montrent une autre facette de Dao qui est beaucoup plus intime. Alors, effectivement, il y a moins de tubes que dans la période précédente, mais il y a des prémices de ce qu'il va faire par la suite, c'est-à-dire mêler justement le côté très pop et le côté bidouillage, électro, recherche de nouveaux sons. Emmanuel Marolle, en novembre 2010, Étienne Dao chante sur scène à l'Odéon à Paris avec la grande actrice française Jeanne Moreau, qui a 82 ans à ce moment-là. En fait, l'idée est partie d'une chanson qui s'appelle Sur mon cou, où Étienne reprenait une partie d'un long poème de Jean Genet qui s'appelle Le condamné à mort. Sur mon cou,
sans armure et sans haine mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve. On s'est beaucoup moqué d'Étienne Dao en disant « ouais, il est bien gentil, mais il n'a pas de voix, etc. » Et quand il interprétait cette chanson qui est très dépouillée, qui est sur l'émotion, qui est un texte très très fort, on découvrait vraiment un vrai chanteur. Et il se trouve que cette chanson a beaucoup touché Jeanne Moreau, qui est venue un soir le voir à l'Olympia et qui était à fond. Elle dansait, elle chantait, etc. Ils se sont vus dans les loges après et elle lui a tout de suite parlé de cette chanson de Jean Genet en disant qu'elle adorait ce texte du condamné à mort. Et tout de suite, il dit à Jeanne Moreau, mais pourquoi on n'en ferait pas un spectacle que je pourrais mettre en musique et vous pourriez lire le texte, en tout cas l'incarner avec votre voix. Et c'est comme ça qu'est né ce spectacle, qui a été joué au Théâtre de l'Odéon, qui est parti en tournée et qui a fini même au Festival d'Avignon. J'avais envie de faire cette œuvre que je connais depuis longtemps, que j'ai en moi. Et Jeanne est venue me voir à l'Olympia. On s'est retrouvés dans la loge et c'était, quand je l'ai vue, je me suis dit c'est elle. Pendant l'été 2013, le 22 août, le Parisien annonce que le chanteur, âgé de 57 ans, a failli mourir à cause d'une péritonite, une inflammation sévère de la membrane qui tapisse les organes de l'abdomen. Cette péritonite est aggravée par une septicémie, une infection généralisée, qui va faire qu'il va être hospitalisé pendant 3 semaines en soins intensifs. Un nouvel album doit sortir à la rentrée. Il est repoussé. Il y a tellement d'incertitudes et de rumeurs qu'on se demande s'il n'est pas en train de mourir. Et lui, il va être obligé de faire ce qu'il ne fait jamais, un post sur Facebook pour expliquer ce qu'il a eu et d'où il revient. La sortie de son nouvel album est décalée au mois de novembre 2013. À cette occasion, Éric Bureau, vous le rencontrez chez lui à Paris. Alors c'est la première fois que je le rencontre, alors forcément déjà je suis surexcité et c'est chez lui, donc sur la butte Montmartre, et aller chez Dao, c'est aller dans sa discothèque en fait, il y a des vinyles partout, il y a ses disques d'or qui sont par terre et tout. En plus lui, il est encore convalescent, mais il est tellement plein de joie de vivre. Je crois qu'on va passer 1h30 ensemble. Il va me faire écouter des disques, ses derniers coups de cœur en vinyle. On va boire du thé. Enfin voilà, c'est vraiment un moment mémorable pour moi. Son nouvel album s'appelle « Les chansons de l'innocence retrouvée ». Il est comment ? C'est un album très orchestré, avec beaucoup de violon, un mélange justement de la pop qu'il a toujours pratiqué, mais aussi de ce côté classique qu'il a pris à Gainsbourg, enfin dans les arrangements et dans les orchestrations de Gainsbourg dans les années 60-70. Et un album qui va donner lieu à une tournée qui s'appellera Disco Noir après, qui est elle aussi mémorable. Éric Bureau, en 2019, Étienne Dao ressort en version remasterisée 3 albums, dont Eden, qui avait été un échec pour lui en 1996. C'est une manière de remettre Eden au centre de sa carrière et de réévaluer ce qu'Eden a été en fait. Donc il joue l'album dans sa totalité sur scène. Et effectivement, là, les chansons apparaissent dans toute leur splendeur. Et il y aura énormément d'ailleurs de presse à ce moment-là, comme si c'était une espèce de petite mini-revanche pour lui par rapport à la sortie initiale. Emmanuel Marolles, en 2020, Étienne Dao compose et produit un album de Jane Birkin, « Oh pardon, tu dormais », l'adaptation d'une pièce de théâtre écrite par la chanteuse. Oui, c'est une collaboration assez logique parce qu'il fait vraiment partie de la famille Birkin-Gainsbourg. Il a été très proche de Serge dans les années 80. Et un moment dans l'idée de faire quelque chose avec cette pièce assez intime pour Jane Birkin, qui parle de sa vie, qui parle de sa famille, qui parle aussi de la mort de sa grande fille, Kate Berry, Étienne décide de monter un album et des chansons à partir de ce texte. Et c'est en fait le dernier album de Jane Birkin, qui était déjà très très malade, et qui l'a fait vraiment avec une énergie comme si c'était quelque chose de testamentaire pour elle. Emmanuel Marolles, au niveau personnel, Étienne Dao n'aura jamais renoué avec son père. Non, son père a donc quitté le domicile familial quand ils habitaient à Oran, quand Étienne avait 5 ans. Et il ne l'a jamais revu jusqu'en 1986, où un jour, il est en train de triompher à l'Olympia. C'est la dernière à l'Olympia. Et il y a quelqu'un qui se présente à l'entrée des coulisses de l'Olympia en disant « Je suis le père d'Étienne Dao ». Ce qui, lui, le stupéfait complètement. Il est sur le point de monter sur scène. Il y a sa mère qui est là. Et son père se présente avec sa nouvelle famille.
Et Étienne le prend très très mal en fait. Il dit lui-même que ça a complètement gâché cette dernière soirée de concert et donc il a refusé de le voir. Et des années plus tard, au moment de la disparition de son père, il a souhaité assister aux obsèques et en fait ça a été un moment un peu étrange, un peu compliqué pour lui. Il se sentait pas vraiment à sa place et il est parti assez rapidement. Étienne Dao a évoqué ce père qu'il n'a pas élevé dans une chanson sortie en 2007, Boulevard des Capucines. Boulevard des Capucines, c'est l'adresse de l'Olympia. Emmanuel Marolle, lui, est-ce qu'il a eu des enfants ? C'est un peu la question mystère dans la vie d'Étienne Dao. On sait qu'il a eu un enfant apparemment assez jeune, à 17 ans, quand il était à Rennes. Mais de par sa pudeur, il parle pas beaucoup de sa vie intime et personnelle. Et je me souviens d'une discussion avec lui dans une soirée où on reparlait de cette chanson Boulevard des Capucines et de la façon dont il avait du mal à en parler pendant les interviews. Et je lui dis mais toi, t'as eu un enfant d'ailleurs quand t'étais jeune. Et il m'avait vraiment lâché du bout des lèvres. Oui, effectivement, j'ai eu un fils. Le 16 juillet 2023, Jane Birkin meurt à Paris, elle avait 76 ans. Bouleversé, Étienne Dao lui écrit une lettre qu'il fait parvenir à quelques médias, dont Le Parisien. Le lendemain matin, effectivement, il nous envoie une lettre qui commence par « Ma Jane, grâce à ton talent, ton élégante beauté libre, ton humour piquant, macabre et britannique, tu as accompagné nos adolescences moroses. Nous voulions être toi ou Serge, ou Françoise, ou Jacques. » Et il finit sa lettre par ces quelques phrases. « Il y a quelques jours, tu me disais vouloir remonter sur scène et repartir sur les routes. Refaire cette Olympia que tu avais dû reporter, confiante en l'avenir. Tu vas retrouver tes parents, Kate, Serge, tes amis et tes chiens, et tu vas terriblement nous manquer. Amour, ton Dao. » Le 12 mai 2023, Étienne Dao sort son 13e album baptisé « Tirer la nuit sur les étoiles ». À cette occasion, Éric Bureau, vous le rencontrez en Bretagne, à Saint-Malo, quelques jours plus tôt. Il a un appartement sur place et c'est ici que l'album a été en grande partie composé. Il est comment ce disque ? Moi, je l'aime beaucoup. Déjà, il y a Tirer la nuit sur les étoiles, le duo avec Vanessa Paradis, qui a été un beau tube radio l'année dernière. Il y a aussi pour moi une espèce de best-of de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire à la fois partir sur quelque chose d'assez orchestré avec des violons, avoir une chanson comme Virus X, qui est une chanson très électro, assez dansante pour les boîtes. Enfin voilà, moi c'est un album qui me plaît beaucoup et qui d'ailleurs a donné lieu à sa plus grosse tournée et à son plus gros show. Justement, on le disait au début de ce podcast, à la fin de l'année 2023, le vendredi 22 décembre, Éric Bureau, vous assistez à son premier concert à Bercy, l'Accor Arena. Pendant ce concert, il y a un moment de communion qui vous a marqué entre Étienne Dao et son public. Donc il y a 3 écrans géants derrière lui et son groupe, il y a un quatuor à cordes, il y a Vanessa Paradis qui justement va venir en invité surprise chanter le duo avec lui. Et puis à un moment, sur peut-être la plus belle chanson de son répertoire, Le premier jour du reste de ta vie, on demande au public d'allumer son smartphone, de l'éclairer. C'était écrit sur le papier qui était posé sur notre siège quand on est tous arrivés à Bercy. Des petits papiers de couleurs différentes, en rouge, en bleu, en jaune, etc. Et on nous demande de poser notre papier de couleur sur notre smartphone à ce moment de la soirée. Mais lui, il ne le sait pas. Et lui ne le sait pas et il le découvre. Et effectivement, quand on est sur scène et qu'on voit ces 17 000 ou presque smartphones, ça fait une voûte étoilée magnifique. Alors d'abord, il nous regarde longuement. Enfin bon, il n'oublie pas les paroles de sa chanson pour autant, mais on sent qu'il passe un long moment à profiter en fait du moment. Et il le dit à la fin de la chanson, il nous remercie. Il dit magnifique, merci, merci pour toutes ces lumières, c'était incroyable. Mais tout peut changer aujourd'hui. Et le premier jour du reste de ta vie, plus confidentiel. Emmanuel Marolle, on vient de résumer plus de 40 ans de carrière. Il occupe quelle place aujourd'hui, Étienne Dao, dans la chanson française ? Il a réussi quelque chose d'assez unique, c'est de montrer qu'on pouvait être fan de Pink Floyd, du Velvet Underground, de Lou Reed, mais aussi de Sylvie Vartan et Françoise Hardy. Il a complètement décomplexé aussi des générations de musiciens en disant
on peut faire de la chanson et de la musique en français sans faire de la variété un peu facile. Et aujourd'hui, il a un côté vraiment comme ça intouchable, même si moi je trouve personnellement que ses albums depuis quelques années sont moins bons que ce qu'il a pu faire dans les années 80-90, mais c'est pas grave parce que sa façon de faire des albums à prendre ou à laisser en quelque sorte, sans essayer de chercher le succès à tout prix, ça reste admirable 40 ans après. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie, plus confidentiel. Merci à Emmanuel Marolles et Éric Bureau. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Raphaël Pueyo, réalisé par Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.